Bien, j'invite maintenant à me rejoindre, voilà, je vous cherchais, Francesco De Rico, qui est directeur de recherche au CNRS, rattaché à l'Université de Bordeaux, professeur au Center for Early Sapiens Behavior de l'Université de Bergen. Alors, dans une vaste bibliographie dont je n'épinglerai pas des titres singuliers. Il travaille surtout sur l'origine des comportements symboliques et l'évolution cognitive de nos ancêtres. Donc nous allons changer de champ disciplinaire, mais c'est ça la vertu de notre rencontre. Et je souligne que Francesco De Rico est classé depuis 2014 parmi les chercheurs les plus cités de la planète, même si en tant qu'historienne, je ne suis pas une fanatique du H-index. Je pense que dans votre domaine, ça vaut quand même la peine d'être souligné. Et aussi la médaille d'argent, bien sûr, du CNRS, prix extrêmement important dans le cadre qui est le nôtre. Alors le titre est très provoquant, La faute des civilisations. Et donc nous voyons le pluriel arriver. Et je vous cède immédiatement la parole, en vous remerciant, bien sûr. Bonjour à vous tous. Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude au comité scientifique qui m'a invité et qui a pensé que je pouvais dire quelque chose d'intéressant sur le sujet des civilisations. Et ce plaisir est redoublé par le fait d'être devant une salle dans laquelle les gens ne peuvent pas faire des commentaires sur ce que vous dites pendant la présentation, ce qui est quand même très intéressant pour un speaker. Donc, la présentation de Céline Spector vient de mettre en évidence la dichotomie, mais aussi le lien de filiation qui existe entre civilisation au singulier et les civilisations au pluriel. Le concept de civilisation au singulier est le premier à émerger et incarne, pourrait-on dire, le projet universel d'élévation et affranchissement de l'humanité qui passerait d'un état de barbarie à celui illuminé, entre autres, par les lois et les institutions. Le deuxième concept, qui est fils du premier, prend acte de l'existence de plusieurs façons d'atteindre cet objectif universel. Mais ces concepts portent en eux des péchés originaux, des fautes qui n'ont pas tardé à se manifester dans l'histoire de l'humanité et dans notre manière de regarder à nous-mêmes et à l'autre. Le premier, celui de civilisation, quoique le projet était louable, implique nécessairement une transition à partir d'un état de barbarie. Et pour marquer l'état de départ et celui d'arrivée, il faudra nécessairement trouver des critères, lois, institutions, pouvoir centralisé, écriture, degré technologique, économie de production, ou même dernièrement le niveau de consommation énergétique permettant de marquer ce passage. Il deviendra alors inévitable de relire l'histoire et le présent à la recherche de possibles transitions intermédiaires amenant à la lumière de ces critères d'un état à l'autre. Le constat de la pluralité des civilisations sera, lui, entaché de deux problèmes semblables. D'une part, certaines civilisations ne rempliront pas certaines cases quand elles seront examinées à la lumière des critères choisis, ce qui conduira à dresser une échelle des civilisations. Et d'autre part, une fois dressée la liste de sociétés qui pourraient aspirer à rentrer dans le club des civilisations, il n'en resteront encore pléthore à la portée du club qui tomberont dans la catégorie des barbaries. La première conséquence fâcheuse de cette histoire est que la logique que je viens d'énoncer donnera le droit à certaines civilisations qui croient dans ce cadre théorique d'imposer, au nom du progrès de l'humanité, leur modèle, leur langue, leur religion et leur confiance dans le libre-échange comme moteur de progrès, à d'autres considérées moins évoluées, et à plus forte raison, elles feront cela à des cultures humaines qu'elles n'acceptent même pas dans le club sélect des civilisations. Les conséquences de la différence faite entre les deux, les presque civilisés et les barbares, est bien connue. On essaiera d'influencer les premiers pour les faire progresser, en réalité pour les exploiter. Les cultures en dehors de ce club devront, comme il a été le cas des Chinois,
Donc, on essaiera de les influencer pour les faire progresser. Les cultures en dehors du club devront, quant à elles, rester pendant longtemps sous tutelle des civilisations les plus avancées pour combler l'abîme d'histoire progressive qui les sépare des premières. C'est bien au nom du destin civilisateur de certaines civilisations et des bienfaits du libre-échange qu'on a attaqué la Chine pour obliger des centaines de millions de Chinois à s'empoisonner à l'opium pendant des décennies. C'est au nom de civilisation qu'on a créé des camps de concentration pour femmes et enfants au Congo et coupé systématiquement les mains des hommes qui ne collectaient pas suffisamment de latex de caoutchouc. C'est au nom de civilisation qu'on a massacré les héros et les sânes de Namibie après les avoir dépossédés de leurs terres. C'est en transformant et en exacerbant artificiellement des différences sociales en différences ethniques que le colonisateur belge a jeté les bases au Rwanda des nombreux conflits qui ont produit, in fine, en 1994, le massacre de 800 000 Tutsis et opposants. C'est enfin au nom de leur action civilisatrice que l'armée italienne, je fais là une mea culpa, a gazé des dizaines de villages éthiopiens en 1936 et massacré en quelques jours 30 000 Éthiopiens à son arrivée à Addis Abeba. L'héritage de la vocation universaliste du concept de civilisation et de la vocation évolutionniste de celui de civilisation, au pluriel, doit nous interpeller et nous faire réfléchir sur les emplois de ces termes. La deuxième conséquence de ce binôme, celle qui intéresse le plus l'archéologue que je suis, est que ce binôme a conduit à la fin du XIXe siècle à lire le passé de l'humanité à la lumière de la variabilité observée dans le présent. La variabilité et hiérarchie observable à la fin du XIXe siècle étant censée résumer le long parcours qui a reconduit certaines populations humaines au plus haut degré de civilisation. L'observation du présent donnait support à la lecture gradualiste du passé et l'archéologie commençait à trouver de plus en plus de restes du passé pour échafauder une lecture hiérarchisée du présent. La découverte de l'antiquité de l'homme de Néandertal tout d'abord, d'Homo erectus et des Australopithecines ensuite, n'apporte à l'époque qu'une nuance à un schéma qui fait consensus. Les races humaines ne seraient pas-elles le reflet d'une évolution biologique conduisant, elle aussi, à différents degrés de barbarie et à différents degrés de civilisation? Pour que les jeux soient faits, pour le passé, il ne manque aucune variable à l'équation. Il faut rattacher l'éthos, l'ethné et le logos dans une seule entité, de façon à reconnaître dans les restes archéologiques du passé l'empreinte de l'esprit d'un peuple, de sa destinée et du potentiel cognitif qui lui est conféré par sa lignée et par sa race. Ein Volk, ein Topf, un peuple, un pot. C'est le projet qui animait le travail de Gustav Kossina au début du XXe siècle. Voilà une deuxième raison pour réfléchir deux fois avant d'utiliser dans un contexte scientifique le mot civilisation ou celui des civilisations. Ces mots sont essentiels pour comprendre l'histoire des idées, mais trop clivants pour envisager d'en faire des concepts à utiliser dans la recherche actuelle. Il est difficile de synthétiser ici tout ce qui a été fait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour dépasser l'impasse civilisationnelle, y compris dans cette maison, en mettant en évidence la complexité et richesse des cultures traditionnelles, tant d'un point de vue de leur structure sociale et de leur système de croyance que de leur lecture du monde. L'anthropologie culturelle a joué un rôle essentiel pour démonter la mythologie civilisationnelle. Suite aux dérives bien connues de l'exacerbation civilisationnelle, les archéologues se sont parfois cantonnés à l'identification de fossiles directeurs, c'est-à-dire d'outils caractéristiques d'une période et zone géographique du passé, utilisés comme repères stratigraphiques. Ils ont été apeurés par l'utilisation du mot culture, trop proche de celui de civilisation, et ont essayé d'éviter ce piège, soit en ajoutant le mot archéologique, culture archéologique, soit en appliquant le concept de technocomplexe, défini comme un ensemble de traits, un ensemble cohésif de manifestations culturelles et de techniques, s'identifiant par elles-mêmes,
sans sous-entendre leur production par une population humaine homogène, ayant un même système de croyances, les mêmes règles sociales, le même patrimoine génétique. Le technocomplexe serait en somme un ensemble de traits culturels et un système technique qu'on peut reconnaître archéologiquement. Il serait en ce sens très proche de la définition de civilisation proposée par Braudel, une ère culturelle à laquelle sont rattachés des biens, matériels ou non, ce qui peut englober la forme des maisons, les traditions culinaires, la manière de vivre, ayant une cohérence entre eux, ainsi qu'une permanence dans le temps de ces phénomènes. L'intérêt de cette définition est qu'elle ne s'applique pas seulement à toutes les cultures humaines connues, mais peut aisément englober toutes ou presque toutes les cultures de nos ancêtres, et qu'elle est largement applicable aux cultures chimpanzés. Il a été montré en effet que chaque groupe chimpanzé se caractérise par des traits culturels propres ou partagés avec d'autres communautés qui tiennent pratiquement à tous les aspects de la vie du groupe, de la manière de produire et utiliser des outils, à leur forme et dimension, aux espèces animales chassées, aux espèces végétales consommées, à la façon de se saluer, et ainsi de suite. Ce qui est important, est ce qu'il a été montré que ces variations ne dépendent pas des ressources disponibles. Certains groupes ne chassent pas une espèce chassée par d'autres, même si cette espèce est présente sur leur territoire. Ces différences ne s'expliquent pas par la distance génétique entre groupes, ce qui contredit l'idée qu'on ait affaire avec des comportements instinctifs hérités génétiquement. Ces traits culturels ne dépendent pas non plus de la distance entre les groupes. Il ne s'agit donc pas d'un simple cultural drift aléatoire. Les chimpanzés ont donc des cultures, et l'archéologie chimpanzé, c'est-à-dire la fouille des sites chimpanzés, montre que certains de ces traits culturels sont là depuis au moins 4300 ans, et même que certains ont pu être évolués au cours du temps à cause de contacts entre groupes. Lors de la création, en 2015, de la Société pour l'étude de l'évolution culturelle, rassemblant 700 membres appartenant à 30 disciplines et 50 pays différents, il a été demandé aux membres de la nouvelle association de remplir un questionnaire sur les grands défis qui attendaient la communauté scientifique dans ce domaine. Et 236 membres ont répondu à ce questionnaire. Ce graphique synthétise les réponses. Le premier constat est que le mot « civilisation » est absent des sujets évoqués, et cela malgré le fait que ce mot, comme nous l'avons entendu, semble avoir été introduit au XVIIIe siècle dans la langue anglaise, presque en même temps, ou juste après, qu'en français, et avec une signification proche. Les grands défis de cette société, se donnent, tiennent plutôt à la compréhension intégrée du phénomène culturel, à sa modélisation, aux mécanismes de transmission culturelle, à la relation entre évolution biologique et culturelle. L'objectif est de démonter le concept de culture humaine et animale dans ses traits constitutifs pour en comprendre le fonctionnement, les mécanismes évolutifs, la coévolution éventuelle de certains traits, la question clé de comment des créations émergent et sont acceptées dans un groupe humain. L'objectif est aussi celui de passer du stade de l'hypothèse à celui de la démonstration. Et pour cela, il faut s'armer de nouveaux outils et de nouvelles méthodes, en particulier de bases de données contenant des informations culturelles, linguistiques et environnementales qu'on peut contraster pour répondre à des questions concernant l'origine, l'évolution et les liens de coévolution entre certains traits culturels. C'est avec cette approche, par exemple, qu'il a été proposé, en analysant 93 sociétés austronasiennes, que les sacrifices humains stabilisent la stratification sociale une fois qu'elle est apparue, en favorisant l'installation des castes. C'est par ce même biais qu'il s'est engagé au cours des dernières années un débat très intéressant sur la relation entre émergence de la complexité sociale et celle de religions basées sur des dieux moralisateurs. Certains chercheurs présentant des données qui semblent montrer que la complexité sociale a toujours été une étape préalable à la naissance de cette religion, et d'autres questionnant la matière utilisée par les premiers pour extrapoler les données manquantes par le passé et mettant ainsi en cause le lien de cause-effet entre les deux phénomènes. Dans un travail que nous venons de publier, nous nous attaquons à la question de la relation entre environnement et variabilité linguistique.
Il a été souvent avancé que la variabilité linguistique dépend du risque écologique. En 2 mots, plus vous vivez dans un environnement contraignant, plus vaste sera la région dans laquelle on parlera votre langue. Pour vérifier cette idée, nous avons appliqué à la Nouvelle-Guinée, la région du monde avec la plus forte variabilité linguistique, une approche inédite de la modélisation de niches écolinguistiques. Nous avons pu montrer ainsi qu'il n'y a pas de lien fort entre environnement et groupe linguistique, mais plutôt entre environnement et famille linguistique. Cela semble indiquer que l'environnement joue un rôle plus conséquent dans l'expansion et la répartition des populations parlant des langues appartenant à une même famille que dans la détermination de la taille de la région où on parle une même langue. Mais revenons à l'archéologie. Le concept cher aux archéologues de technocomplexe, qui, comme vous vous rappelez, a été choisi pour pallier au problème de l'utilisation du mot civilisation ou culture, est mis à dure épreuve dans cette œuvre de déconstruction de la machine culture. Tout d'abord, quand on se rend compte que des cultures préhistoriques figées n'ont jamais existé. Il s'agit d'entités dynamiques en évolution continue qui souvent s'adaptent et innovent face à des enjeux environnementaux. Les résultats de ce projet collectif de recherche montrent bien que ce qu'on appelait dans le passé le magdalénien, une dernière des cultures du Paléolithique supérieur, est en réalité un ensemble de techniques et de formes d'outils en rapide évolution. De plus, l'application des statistiques bayésiennes aux âges carbone 14 issus des couches archéologiques a contribué à ce processus, car elle offre la possibilité d'émietter diachroniquement ces ensembles supposés homogènes, en démontrant ainsi le côté dynamique et changeant, par exemple ici des cultures, d'une partie des cultures du Paléolithique supérieur. Elle permet aussi d'établir un lien de plus en plus étroit entre des ensembles de traits culturels et le registre climatique visible ici en bas dans la diapositive. Le concept de technocomplexe a essayé de rassembler dans un système cohérent des traits culturels qui, pour leur nature, jouaient en réalité des fonctions très différentes au sein des populations du passé, et n'identifiant de ce fait pas un territoire, mais une hiérarchie de territoires. Il y a 42 000 ans, les technocomplexes dits proto-aurignaciens et aurignaciens se caractérisent par des outils semblables sur de vastes régions européennes. Mais quand on étudie en détail les objets de parure découverts dans les sites archéologiques, on se rend compte qu'ils racontent une autre histoire. Chaque région, ici indiquée avec une couleur différente, possède des objets de parure spécifiques, indiqués ici avec des points noirs, et d'autres objets qu'elle partage avec la région à côté. Le gradient identifié par les objets de parure met en évidence une géographie culturelle plus complexe et probablement plus pertinente que celle identifiée par l'analyse technologique du silex ou des outils en ivoire et en bois de cervidé. Nous avons fait ce même constat en étudiant les objets de parure associés aux sépultures du technocomplexe suivant, appelé gravétien. Ces objets partagent cette entité culturelle largement européenne dans 2 mondes, l'un du sud-ouest et l'autre du nord-est de l'Europe, caractérisés à l'évidence par 2 modes vestimentaires différents, reflets certains d'au moins 2 identités perçues comme différentes, probablement par les gravétiens eux-mêmes. La nature systémique et monolithique du concept de technocomplexe s'effiloche également quand nous nous rendons compte que les traits qui le composent évoluent à des rythmes différents. L'analyse statistique comparée des décors sous les céramiques du début du néolithique et des objets de parure de la même époque montre que les décors céramiques évoluent plus rapidement que les objets de parure. La céramique reflèterait plutôt l'identité locale. Les parures expérimenteraient par leur résilience l'appartenance à une communauté plus étendue. Malgré ces avancées, la tentation de tomber dans le piège de Gustav Kosina, ein Volk, ein Topf, un peuple, un pot, est toujours là. J'en citerai comme seule preuve le débat qui a eu lieu entre généticiens et archéologues sur l'interprétation de la céramique campaniforme comme signature d'une invasion de l'Europe il y a 4500 ans par un peuple des steppes parlant une langue mère indo-européenne. Quelle belle tentation, grâce aux avancées de la paléogénétique, de réunir ethos, ethné et logos et faire de cette invasion l'acte fondateur de l'Europe moderne. Mais les dernières analyses nuancent ce scénario
et montre que s'il y a eu effectivement un remplacement important de population dans certaines zones, comme les îles britanniques, cela a été bien moins le cas dans d'autres, par exemple dans la péninsule ibérique, où on observe une plus forte continuité génétique, ce qui nuance le lien entre culture archéologique et génétique. L'article de compromis proposé par les généticiens visant à établir des critères pour apparier génétique et culture matérielle a stimulé une réponse de la part de certains archéologues. En examinant avec des critères formels les pointes de projectiles en silex attribués aux différents technocomplexes de l'épipaléolithique du nord de l'Europe, l'équipe de Stephen Shannon a montré que ces pointes ne se classent pas par leur technocomplexe d'appartenance, c'est-à-dire par la détermination que les archéologues ont fait de leur attribution à une culture archéologique, comme il est bien mis en évidence ici par le mélange des couleurs dans la classification hiérarchique des pointes, ce qui met en doute la classification archéologique traditionnelle et de ce fait la pertinence de lier celle-ci directement aux résultats d'analyse paléogénétique. Ce débat révèle que pour mener une comparaison fondée entre données génétiques et archéologiques, on ne peut plus se contenter d'attribuer un site ou une couche archéologique à une culture, mais il devient nécessaire de coder les données archéologiques de façon à pouvoir les comparer à pied d'égalité avec les données génétiques. Certains traits culturels se prêtent mieux que d'autres à de telles comparaisons. C'est, comme nous l'avons déjà vu, le cas des parures, qu'elles sont omniprésentes dans le registre archéologique et on peut les coder en présence-absence. C'est en appliquant cette approche à l'ensemble des parures du Mésolithique et du début du Néolithique en Europe que nous avons pu montrer que le courant cardial qui marque l'arrivée de l'agriculture dans la région méditerranéenne conduit à un fort remplacement des modes vestimentaires, tandis que dans le nord de l'Europe, l'adoption d'une économie de production s'accompagne d'une continuité dans la manière de se parer que nous interprétons comme une continuité de peuplement et une continuité dans la sphère symbolique et peut-être linguistique. Les analyses en cours par Patricia Santos et Solange Rigaud ont maintenant l'objectif de déterminer dans quelle mesure le tableau dressé par la parure coïncide avec les données génétiques. L'idée, comme vous avez bien compris, n'étant pas ici de mener la comparaison entre technocomplexes, qui sont des constructions abstraites, et des données génétiques, mais dans des données génétiques et des traits culturels de même nature dont on maîtrise la fonction et qu'on peut coder par leur présence-absence dans chaque site d'habitat et chaque sépulture. Mais laissez-moi parler maintenant du climat. À plusieurs reprises, les archéologues ont manifesté un intérêt à explorer les possibles liens entre adaptation culturelle du passé et conditions climatiques. C'est un débat, comme nous venons de l'entendre, qui remonte à l'origine même du concept de civilisation, à la définition de civilisation, et qui intéresse de plus en plus de chercheurs, disons, sous l'emprise du problème lié au changement climatique. Mais cet intérêt n'a porté que rarement à l'élaboration de méthodes quantitatives. C'est en combinant des données paléographiques, le résultat de simulations paléoclimatiques à haute résolution et les coordonnées géographiques des sites attribués à une période climatique donnée que nous pouvons maintenant aborder cette question sur d'autres bases. En appliquant à ces données des algorithmes utilisés en écologie, il devient maintenant possible de définir une niche écoculturelle du passé, identifier à quelles contraintes environnementales elle était le plus soumise, prédire sa distribution potentielle, établir de quelle façon elle a fait face à un changement climatique, par exemple en élargissant ou en rétrécissant significativement sa taille. Cette approche nous a permis de montrer, par exemple, qu'un élargissement significatif de niche s'était produit en Europe il y a 40 000 ans, à la transition entre deux technocomplexes dont vous avez déjà entendu parler, c'est-à-dire le proto-Aurignacien et l'Aurignacien ancien, et dont vous connaissez maintenant les parures. Donc, cette expansion de niche est d'autant plus intéressante qu'elle se produit au cours de l'événement d'Heinrich IV, une période de fort refroidissement de l'Europe occidentale. Si le proto-Aurignacien avait simplement conservé sa niche, illustrée à gauche dans la diapositive, nous aurions dû observer une continuité au centre de cette culture. On observe au contraire, avec l'Aurignacien ancien, une expansion significative visible à droite dans la diapositive. Dans un autre travail, nous nous sommes intéressés aux cultures des hommes modernes d'Afrique du Sud, porteurs du technocomplexe style Bay,
caractérisée par la production de ces pointes foliacées que vous voyez ici à gauche dans la diapositive, et Huisson Port à droite, qui est caractérisée par la production de pointes de projectiles en forme de segments. Nous observons que le Huisson Port, qui est associé pourtant à des technologies plus simples, élargit significativement sa niche par rapport au Steel Bay, et cela malgré une aridification des régions de l'intérieur de l'Afrique australe pendant le stade isotopique 4, c'est-à-dire entre 70 000 ans et 60 000 ans le présent. Cette étude semble indiquer que l'adoption de technologies plus flexibles et demandant moins d'investissement a pu être une solution gagnante chez les premiers hommes modernes dans certains cas pour faire face à un changement environnemental. Enfin, il serait difficile d'être exhaustif en discutant des nouvelles façons pour aborder la question des civilisations sans faire référence à la tant discutée notion de modernité culturelle. Celles qu'on appelle par le passé civilisations peuvent-elles être vues comme le résultat ultime, l'épiphénomène d'un événement plus ancien? La question est de savoir à quand remonte la machine cognitive qui a permis, in fine, la création de la complexité et variété que nous observons à présent. S'agit-il d'un événement unique ou d'un processus graduel? La cause est-elle surtout d'ordre biologique ou culturel? Il y a une vingtaine d'années, on pensait que des cultures comparables aux nôtres, dotées d'un langage complexe de systèmes symboliques, étaient apparues soudainement, peut-être à cause d'une mutation génétique et avec une vision très eurocentrique, parce qu'ils seraient naturellement développés en Europe. Ensuite, on a considéré que l'origine d'une cognition moderne était la conséquence directe d'un processus qui a ramené il y a 200 000 ans, produit par l'origine de notre espèce en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud. Des données archéologiques et anthropologiques nous font maintenant penser qu'il s'agit d'un processus lent. D'une part, des découvertes récentes montrent que les traits anatomiques qui distinguent notre morphologie crânienne de celle de nos ancêtres archaïques ont mis plus de 200 000 ans à se mettre en place et sont le résultat d'une évolution en mosaïque qui semble avoir concerné plusieurs régions africaines et plusieurs populations structurées. D'autre part, les innovations culturelles que l'on rencontre en Afrique et hors d'Afrique confirment un scénario gradualiste. Les premières pratiques funéraires à la Cima de los Huesos en Espagne et à Rising Star en Afrique du Sud auraient respectivement 400 000 ans et 300 000 ans. Les premières inhumations en Europe et au Proche-Orient et en Afrique entre 110 000 ans et 70 000 ans. On commence à utiliser des pigments rouges en Afrique et en Europe il y a 300 000 ans. Mais les premiers objets de parure et outils façonnés en os n'apparaissent en Afrique du Nord et au Proche-Orient que vers 120 000 ans et à partir de 80 000 ans en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Les premières gravures et dessins abstraits apparaissent en Afrique du Sud à partir de 100 000 ans. Et il faudra attendre encore 60 000 ans pour rencontrer en Indonésie et en Europe les premières représentations figuratives. Et il est clair que certaines innovations identifiées en Afrique émergent également en Europe, chez les Néandertaliens, avant ou au moment de contact avec les hommes modernes. Ce cadre complexe est résumé dans ce graphique qui présente la chronologie de l'émergence en Afrique et en Eurasie d'innovations culturelles liées au mode de subsistance, à l'évolution technologique et aux pratiques symboliques. Le premier constat qu'on peut faire en regardant ce graphique est qu'il est bien difficile d'expliquer ces innovations comme le résultat d'un changement soudain, telle une mutation génétique ou une spéciation qui aurait conféré d'emblée à la nouvelle humanité des capacités cognitives nouvelles et leurs corollaires comportementaux. Ces innovations semblent plutôt le résultat de trajectoires culturelles régionales. Dans des travaux récents, nous proposons que l'interaction de 3 facteurs a pu jouer un rôle déterminant dans ces dynamiques. L'exaptation culturelle, ce qu'on appelle en anglais le cultural neural reuse, et l'enseignement. L'exaptation culturelle, à l'image de l'exaptation biologique, est le processus par lequel une innovation culturelle est réutilisée par une nouvelle fonction. Le cultural neural reuse
par Cultural News, nous faisons référence au fait que l'acquisition, surtout à travers un enseignement approprié et continu, de certaines pratiques culturelles induit la création de réseaux dédiés dans notre cerveau, et cela au cours de la vie de l'individu. Une invention, soit-elle technologique, sociale ou dans la sphère des pratiques symboliques, ne se transformera en innovation, c'est-à-dire dans un changement accepté par une culture et transmis aux nouvelles générations, que si elle sera accompagnée par des changements dans les modes de transmission culturelle et elle engendrera des changements dans le fonctionnement du cerveau de chaque individu. Il devient alors essentiel de comprendre l'évolution des processus d'apprentissage nécessaires à l'appropriation et à la transmission des innovations culturelles qui ont jalonné l'histoire de l'humanité dans ses dimensions multiples, spatiales, temporelles et sociales. Ce cadre permet de relire l'histoire de l'enseignement et inférer les pratiques nécessaires à la transmission de chaque innovation. La triade exaptation culturelle, cultural neural reuse, mode de transmission culturelle, permet par exemple d'expliquer comment des grandes innovations ayant eu des conséquences importantes sur notre cognition, comme l'écriture ou la création de symboles numériques, ont pu se développer dans certaines cultures sans conduire à aucun changement génétique héritable. En conclusion, la voie vers celle que nous avons eu le malheur d'appeler pendant 2 siècles les civilisations et que nous devrions plutôt appeler la diversité culturelle actuelle a été très longue. Elle a commencé il y a au moins 300 000 ans et probablement bien avant. Pour comprendre ce processus, nous devrions nous pencher plus sur les mécanismes et facteurs qui ont permis le développement d'innovations culturelles au cours de l'ensemble de cette longue période et sur les cultures chimpanzés qui n'ont pas fini de nous livrer leurs secrets, et cela avant leur disparition proche, là aussi et encore par la faute des civilisations. Merci.